Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial consacré à une problématique cruciale pour le développement et la promotion de la culture au Gabon, notamment la mise en place d'une véritable politique culturelle et artistique, ainsi que la protection des droits d'auteur face, vous imaginez bien, à un monde en constante évolution. Il est essentiel pour un pays de valoriser et de protéger sa richesse culturelle. Pourtant, au Gabon, vous imaginez bien, de nombreux défis subsistent en matière de politique culturelle, de financement, de la création artistique, mais surtout des droits d'auteur. Nous allons plonger au cœur de ces enjeux majeurs et interroger les acteurs de la culture gabonaise sur les actions, pourquoi pas, à mettre en place pour favoriser l'émergence d'un véritable écosystème et protéger les créateurs. Et qui de mieux que Marcel Djabio, acteur culturel, et François Ngoy, artiste émérite. Je suis sûr que ces messieurs, vous les connaissez, c'est quasiment des membres de la famille. Vous les connaissez depuis des années déjà. Nous allons avec eux décortiquer justement, pourquoi pas, mettre en place un plan d'action ou égrener quelques solutions sur une véritable politique culturelle au Gabon. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation de Gabon 24. Nous sommes très honorés, en tout cas, je suis très honoré d'être là. Voilà, ça fait toujours plaisir de revenir à la maison et puis de pouvoir discuter avec vous. Et bien François Ngoy, en parlant de revenir à la maison, vous êtes de nouveau sur Libreville, on vous voit un peu partout en ce moment. En effet, ça faisait longtemps. Ça faisait 9 ans que j'étais parti. Bon, je suis installé de l'autre côté des mers, là-bas. Donc, je profite chaque occasion, quand une occasion m'est offerte, comme c'était le cas en cette fin d'année 2024, donc il y avait un concert organisé. Bon, j'ai été invité, c'est toujours un plaisir de venir, quoi, voilà. Très bien. Alors, ma première question s'adresse à tous les deux, hein, messieurs, mais je vais commencer par Marcel Djabio. Nous allons faire un état des lieux. Je sais, j'étais certainement encore petite, peut-être pas encore née, mais la SACEM, cette entité, cet organe, était déjà représenté au Gabon, et je sais que certains musiciens, artistes gabonais, émargeaient et touchaient des droits d'auteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas la création qui manque, c'est pas la richesse, c'est pas la ressource, c'est pas... voilà, l'environnement est propice. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des artistes? Pourquoi on a l'impression que les artistes ne vivent pas leur art, mais plutôt juste une passion, comme on en voit un peu partout? Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous faire un état des lieux? Nous avons des entités comme le Bugada, ce bureau gabonais des droits d'auteur, nous avons l'ENAM, nous avons plusieurs choses aujourd'hui. Un état des lieux, peut-être, Marcel Djabio. Bien, merci de me recevoir chez vous. Et bon. Oui. Et vous faites bien de démarrer par la question sur la SACEM. En effet, avant les indépendances, les pays d'Afrique centrale et d'autres pays d'Afrique francophone étaient, en ce qui concerne la gestion des droits d'auteur, sous tutelle de la France. Ils répondaient donc à un arrêté de l'État français, puisqu'à l'époque, nous étions des colonies françaises. Nos États n'étant pas encore constitués. Nous sommes là dans les années 60, hein? Avant les années 60. Avant les années 60. Avant les années 60. Alors, il y a donc l'obligation pour les territoires français en Afrique d'appliquer le décret sur la protection des droits d'auteur initié par la France. Et là, donc, les auteurs d'œuvres musicales, particulièrement à cette époque-là, bénéficiaient des droits d'auteur parce que la SACEM avait une représentation qui siégeait à Brazzaville, la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et repartis entre les territoires, il y avait des membres donc, de cette représentation qui venaient régulièrement au Gabon pour percevoir les droits d'auteur, les redevances qui devaient être payées par les chaînes. Les redevances, très bien. Les chaînes de radio, de télévision, les boîtes de nuit, etc.
Et jusqu'en 1972, ça se passait comme ça. Et les chaînes de radio et de télévision avaient donc des régisseurs d'antenne. Très bien. Ces régisseurs d'antenne relevaient à chaque fois les œuvres qui passaient, qu'elles soient littéraires ou musicales, etc. Et ça permettait donc à la SACEM de pouvoir faire des calculs par rapport au temps d'exploitation ou de diffusion de ces œuvres-là pour savoir quelle était la part qui servirait de rémunération aux auteurs de ces œuvres-là. Et il y a eu un incident, je vous parlais de 1972, il y a eu un incident qui a fait en sorte que l'État gabonais arrête ce contrat avec la SACEM. Malheureusement, après avoir arrêté, il n'y a pas eu de relais. Il n'y a pas eu de relais, rien n'a été mis en place pour véritablement suppléer la SACEM. Ça va donc être une traversée de désert pour les artistes gabonais, dont la diffusion la plus large est faite sur le territoire plutôt qu'à l'extérieur. Vous comprenez très bien que la rupture du contrat avec la SACEM va pénaliser les auteurs gabonais, surtout les auteurs musiciens, en ce sens que la SACEM, ne percevant plus rien sur le territoire gabonais, évidemment, ne devait plus rien reverser à ses auteurs. Cela va de soi. Alors, mais qu'est-ce qui a entraîné cette suspension? On aimerait bien comprendre. Hein? Je l'imagine. Je l'imagine. Bon, il y a eu un malentendu entre un ministre du gouvernement de cette époque, et le représentant de la SACEM qui venait en tournée de perception au Gabon. Et ça a ramené une querelle entre deux personnes qui met en mal toute une industrie déjà bien ficelée. Tout à fait. Oh là là. Mais l'autre motif, c'était que le Gabon n'avait pas assez de production. Et les œuvres les plus consommées par nos chaînes de radio, nos chaînes de télévision et même les boîtes de nuit, c'était des œuvres étrangères. Par conséquent, le Gabon payait, ce que le Gabon payait allait plus dans les poches des auteurs étrangers que des auteurs gabonais à cause du quota de diffusion qui était pratiquement maigre pour les Gabonais. Et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge parce que le quota de diffusion des œuvres gabonaises reste encore minime. Et il va falloir donc que le ministre de la Communication et le ministre de la Culture puissent régler cette question-là pour qu'on ne revienne pas à la situation de 1972 qui a entraîné la rupture avec la SACEM. François Ngoua, plus de 50 ans. Nous sommes là dans les années 1972. Marcel Djabi en parlait. Quand même, depuis lors, on a eu des textes, on a eu beaucoup de choses, une évolution. Quand même, dans cette sphère culturelle, pourquoi réellement rien n'a été fait pour les artistes de manière concrète? Vous voyez bien qu'il y a un problème Nous sommes toujours administratif. Il y a un problème administratif qu'il faudrait régler tout de suite. Oui. Malheureusement, ça traîne. Et ça, on veut savoir le nœud. Où se trouve le nœud exactement? Le nœud, c'est un petit peu ce que Marcel disait tout à l'heure. Il va falloir donc que les autorités de chez nous s'accordent avec ces organismes qui reversent des droits aux auteurs, indépendamment du fait que la production reste quand même assez minime de notre point de vue, mais ne serait-ce que régler déjà la question d'un point de vue administratif, cela permettra absolument qu'on remette, ne serait-ce qu'on remette en place le système de redistribution des droits. Voilà. Après, on verra selon les quotas, selon les capacités de production des artistes, mais le problème administratif, il faut le régler pour que ce canevas-là soit tracé de telle sorte que chacun sache que chaque fois que je vais publier une œuvre, qu'elle soit radiographique, phonographique ou littéraire, derrière, il y a des droits qui tombent. Il y a un problème administratif à régler. Et moi, je crois que, je ne sais pas, Marcel aura sûrement à dire. C'est un dossier que nous avons suivi pendant longtemps, parce qu'après, justement,
l'arrêt de la collaboration avec la SACEM. Effectivement, il a fallu attendre 1987 pour qu'une loi instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins soit prise au Gabon. Bon, mais une loi ne s'applique pas de manière directe. Il y a des dispositions à prendre dans les textes particuliers, des textes réglementaires, pour que la loi soit appliquée. Et c'est ainsi que il a fallu attendre de 1987, il a fallu attendre 2006 pour voir les deux premières lois, les deux premiers textes d'application être adoptés par le gouvernement. Il s'agit du décret qui fixe le règlement des établissements, enfin des sociétés de gestion de droits d'auteur, qu'on appelle les organismes de gestion collective. Et puis une autre loi, un autre décret plutôt, qui fixe les barèmes des redevances à percevoir sur chaque œuvre en fonction. Est-ce que ces décrets ont été appliqués? On ne sent pas que c'est... Ils ont été adoptés. Oui. Mais pour que ça s'applique, il fallait qu'il y ait un organisme qui se mette en place pour mettre en application tout à fait. Or, tenez-vous bien, les décrets sont pris en 2006, c'est seulement en 2013 que le Bugada est créé. Alors, il y a donc entre chaque étape une longue période d'attente, et c'est ce qui a fait que depuis lors, après la cessation de collaboration avec la SACEM, les artistes aient passé beaucoup de temps à attendre et même à mener certains mouvements. Marcel Djabi, on va rester avec vous pendant qu'on y est. Pourquoi cette lenteur? La propriété intellectuelle est quand même un pan qui révèle la liberté de créer, la liberté d'expression et même de la justice sociale. Pourquoi cette lenteur? Ça veut dire qu'au Gabon, on ne prend pas en compte tout ce qui est culturel. Qu'est-ce qui se passe? Mais Sabrina, François venait de le dire, c'est l'administration. C'est la lenteur de l'administration. Ça, c'est un. Et de deux, quelle est la place? Ne nous voilons pas la face. Quelle est la place que nous, Gabonais? Quand je dis nous, Gabonais, c'est les Gabonais dans leur ensemble, aussi bien les décideurs que les citoyens. Oui. Quelle place accordons-nous à la culture et à notre art? C'est d'abord la question fondamentale. On pense que la culture, les arts, c'est juste du divertissement. La distraction, voilà. Oui. On n'en fait pas un métier, on ne le regarde pas comme des métiers, parce que c'est un ensemble de métiers qu'il y a dans la culture et dans les arts. Un peintre, ce n'est pas simplement quelqu'un qui badigeonne la peinture sur une toile. Un chanteur, un musicien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui compose une chanson, qui va l'exécuter, l'interpréter sur une scène ou l'enregistrer sur un CD ou un support. Mais c'est quelqu'un qui fait de cette activité son travail. Alors, quand qui fait travailler beaucoup d'autres personnes, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'autres corps de métier. Quand on l'a compris, on comprend donc qu'un artiste à lui seul est une industrie. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit faire en sorte que l'artiste, qui est une industrie, ait un environnement juridique qui lui permette de s'organiser, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages lui permettant d'exercer sa profession et être protégé. Alors, c'est cet effort que, finalement, malgré le temps mis entre les étapes, voilà, est né le Bugada. Bon, maintenant, Alors, parlons-en de ce Bugada. On a l'impression qu'il est juste de nom. Quels sont les textes qui existent réellement? Qu'est-ce qui est fait au niveau du Bugada? Quelles sont les activités aujourd'hui, les actions menées par le Bugada aujourd'hui? C'est ce que je vous disais tantôt, que le Bugada est créé en 2013. Très bien. Le Bugada est créé en 2013, mais avant 2013, en 2011,
le gouvernement décide donc de modifier la loi qui créait l'ANPAC, l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle. Parce que cette loi donnait à cette agence la prérogative de gérer les droits d'auteur. Ce que les artistes, en général, dans leur plus grande majorité, refusaient. Ils voulaient avoir une structure indépendante comme la SACEM, c'est-à-dire privée. Mais malheureusement, l'État tenait absolument à avoir son regard là-dedans et à avoir sa main mise sur le secteur. Bon, mais ça a fait des tiraillements au point où il y a eu encore un retard qui a été enregistré pour que le Bugada ne naisse qu'en 2013. Mais avant sa naissance, il y a eu la modification de la loi qui créait l'ANPAC. Mais ça n'avait pas été... la modification n'avait pas été faite par une autre loi, mais plutôt par une ordonnance. Or, la Constitution prévoit que lorsque une ordonnance est prise, il faut qu'à la prochaine session, à la rentrée parlementaire qui suit l'adoption de cette ordonnance... Je vois qu'on n'est pas sorti de l'auberge, Monsieur Diabio. Nous sommes toujours dans cette lenteur et toujours en train d'espérer. Non, mais permets que j'éclaircisse un point. Oui, allez-y. Le problème du Bugada naît d'abord du fait que cette modification faite par ordonnance n'ait pas été ratifiée par le Parlement. Or, quand une ordonnance n'est pas ratifiée, elle est frappée de caducité. Oui. Donc, elle est nulle. Mais malgré cette nullité, le gouvernement a quand même créé le Bugada. Autrement dit, il a créé le Bugada en toute illégalité. Est-ce qu'on se rend compte de ce fossé, malgré cette nullité? On est dans des lourdeurs administratives qui sont... Donc, il fallait absolument rattraper tout ça, et ça n'a été rattrapé qu'il y a quelques mois, parce que la loi instituant la protection des droits d'auteur et des droits voisins a été complètement, comment le dire, modifiée. Et là, il y a donc un nouveau texte qui permet donc au Bugada d'évoluer en toute légalité. Très bien. Cependant, Monsieur Diabio, nous allons faire évoluer le débat, nous allons revenir sur vous plus tard. Oui. Monsieur Ouam, nous allons quand même partir de votre expérience personnelle. Vous êtes un artiste aujourd'hui connu à l'international sur le plan local. Vous avez plus ou moins, on peut le dire, joui de votre art et même vous vivez de cet art. Comment avez-vous fait avez-vous déjoué toutes ces lenteurs, tout ce qu'il y a comme contour autour de ces manquements au Gabon pour pouvoir vous faire connaître à l'international et vivre... Bon, ceci étant, de toute façon, Marcel reviendra un petit peu sur ce qu'il disait, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir aussi comment le Bugada s'est organisé et comment il fonctionne ou qu'il compte fonctionner. On veut partir de votre organisation à vous, personnelle. Moi, ce qui me concerne, de toute façon, déjà, quand j'ai commencé à faire la musique, j'ai adhéré à la SACEM, tout simplement. Très bien. Étant donné que je vis à l'étranger, donc j'ai adhéré à la SACEM, comme tout le monde fait, il y a des formalités à remplir, et chaque fois que je publie une œuvre, je la déclare, et ainsi mes droits sont reversés selon l'endroit ou le pays qui utilise mes œuvres. Voilà. Mais le problème le plus crucial, c'est celui du Gabon, parce que comment on fait pour percevoir les droits ici? C'est ça la vraie question. Quand on est à l'étranger, le problème ne se pose pas. La SACEM fait tout le boulot dès lors que vous y êtes inscrit. Voilà. Donc, vivant à l'étranger, les œuvres passant dans pas mal de pays étrangers, ça ne pose pas de problème. Tout marche, comme pour tous les artistes qui sont à l'international. Voilà. Et si vous aviez plus ou moins une proposition, vous qui êtes déjà dans ce système où votre art est rémunéré, vous vivez de cela, on peut dire ça comme ça, il y a quand même on perçoit les droits, en tout cas c'est clair, on perçoit les droits, ça, il n'y a pas de problème. Si vous deviez, faire des propositions à ce niveau en disant, bon, écoutez, faites des choses comme ça, peut-être que ça ira mieux si on empruntait cette voie-là, pourquoi pas? Oui, mais on est toujours au problème administratif, comme on disait tout à l'heure. Dès lors que ce ne sera pas réglé, la machine ne pourra pas commencer à fonctionner normalement, quoi. Voilà. Donc vraiment, il faudrait que ce bureau
se mettent en place, qui se mettent à fonctionner. Il faut accélérer les choses. Tout justement, nous sommes là dans une période où les choses bougent un petit peu. Je crois que c'est le moment où jamais, Marcel ne nous contrariera pas, d'essayer de faire avancer ce dossier-là qui attend. Une fois le cadre juridique mis en place, comment on avance? Vous savez, nous avons mis la charrue avant les bœufs. On pensait qu'il fallait effectivement avoir un organisme de gestion collective de droits d'auteur. On y a pensé, on a pris des textes, sauf qu'on n'a pas pensé à former le personnel. Exact. Nous n'avons pas pensé à évaluer la charge que cette structure devait coûter à l'État, puisque l'État a pris sur lui, la SACEM a des actionnaires. Mais surtout comprendre comment cet écosystème fonctionne. Voilà, comment ça fonctionne. Alors, n'ayant pas pris ces dispositions avant, on s'est retrouvé donc à prendre des fonctionnaires, à les affecter au Bugada. Ces fonctionnaires n'ont pas reçu de formation avant. C'est quelques temps après qu'on a commencé à les former à la gestion collective, qu'ils ne connaissaient pas du tout. En fait, c'est par là qu'il fallait commencer. Alors que c'est par là qu'il fallait commencer. Donc, ça prend encore un temps. Et là, il n'y a pas que le Bugada et son personnel, il y a également les usagers, dont vous, les médias par exemple. Oui. Je vais vous dire que les médias publics au Gabon ne reversent pas les redevances qu'ils doivent sur les œuvres artistiques et culturelles qu'ils exploitent. Pour la fin de cette première partie, François Ngwa, s'il fallait quand même aller vers un nouveau modèle économique, qu'il faut mettre en place quand même pour les artistes, aussi bien les auteurs, les écrivains, les musiciens, pour qu'ils ne vivent plus seulement d'une sorte de passion, mais quand même essayer de vivre de leur art aujourd'hui. Oui, mais bon, d'un point de vue des droits, on en a parlé. Bon, c'est un moyen considérable de revenus. Bon, je crois qu'on est sur le chemin. Il faudrait juste accélérer les choses. Mais après, il y a toutes les infrastructures qui tournent autour des métiers de la musique. Hein. Exact. Parce qu'il n'y a pas que... Bon, vous faites une chanson, c'est bien beau. Bon, il faut pouvoir la présenter, il faut pouvoir la jouer sur des scènes. Oui. Voilà. Et tout ça, ça manque aussi. Toutes ces infrastructures-là nous manquent. Donc là aussi, il y a... Des festivals de musique, voilà, des scènes. Voilà. Oui. Et puis les scènes, les lieux de culture, il manque des lieux de culture. Moi, je ne sais pas s'il y a une salle vraiment, comment dire, où les musiciens, dans laquelle les musiciens puissent s'exprimer à Libreville. Je crois qu'on n'en a pas. On joue dans des salles plutôt comme ça. Bon, on va prendre, je sais pas, un auditorium à gauche, à droite, mais il n'y a pas vraiment de structures, d'infrastructures qui permettent aux musiciens d'aller exprimer leur art à un lieu qui leur est réservé. Ça, il va falloir le faire aussi. Il va falloir construire. Et ce ne sont pas les artistes qui vont construire ces lieux-là, ou c'est un peu l'État, ou c'est un peu des privés. Mais ça, il va falloir inciter aussi les gens à venir de ce côté-là. C'est une manière aussi de soutenir les artistes. Si on n'a pas des lieux de culture, ben, notre culture, on ne peut pas la diffuser. Et si on ne la diffuse pas, ben, les artistes ne sont pas connus, et les disques ne sont pas connus, les œuvres ne sont pas connues non plus. Voilà. Il faut des lieux de culture. Très bien, le manque d'infrastructures, c'était le mot de fin de François Ngwa. Nous revenons pour une deuxième partie sur notamment une véritable politique culturelle mise en place au Gabon aujourd'hui. Il est indéniable que ça se fasse. Voilà, à tout de suite pour une deuxième partie. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie. Nous sommes toujours sur ce sujet épineux, la mise en place d'une politique culturelle au Gabon, mais vraiment une véritable. Nous sommes toujours en échange avec Marcel Diabio et François Ngwa, les acteurs culturels. Comment, monsieur, aujourd'hui, valoriser, mettre en place, vendre surtout l'œuvre? On attend tout de l'État. Est-ce qu'il faut encore tout attendre, l'État, en 2025? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, à vous, à nous, de nous lever et mettre en place vraiment une sorte d'économie autour de nos œuvres aujourd'hui? Je m'inclus parce que même une journaliste peut écrire un livre et réclamer évidemment des droits d'auteur. Pourquoi pas? Bien sûr. Cette propriété intellectuelle. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, il y a un petit peu, chacun de nous est un petit peu artiste à sa manière. Non, mais
de toutes les façons... François Ngo, est-ce que vous avez l'impression d'être, en tant qu'acteur culturel, le parent pauvre de cette industrie? Mais moi, je crois que les artistes font leur part, quoi. Les œuvres, elles sont là. Oui. Tout le problème, c'est celui dont on parle depuis le début, c'est-à-dire la possibilité de diffuser. Pour cela, il faut absolument des canevas. Et puis, il y a les lieux où les artistes peuvent s'exprimer pour montrer les œuvres qu'ils ont produites. Voilà, c'est ça. Les artistes, ils sont là. D'ailleurs, on voit de génération en génération de nouveaux artistes émerger. Oui. Donc, la culture, elle foisonne, elle marche, elle est là, mais c'est la visibilité de celle-ci. Et pour la visibilité, il faut des lieux. Et les lieux, on ne les a pas. Marcel Javieux, est-ce qu'il faut implémenter une nouvelle vision aujourd'hui? Il faut désormais sortir des carcans habituels, des lenteurs, et aller vers autre chose de plus frais, à l'ère en 2025 quand même. Mais bien sûr qu'il faut... À l'ère du numérique, pourquoi pas? Nous avons aussi des plateformes numériques. Oui, bien sûr qu'il faut sortir de tout ce qui nous a tirés vers le bas. Hein? Il faut en sortir. Mais il faut des dispositifs d'accompagnement, des formations. Tout à fait, mais il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'État. Si un commerçant veut bien participer, veut bien aider. Non, surtout si un commerçant attend de l'État pour pouvoir mener ses activités, qu'est-ce qui se passera? Il n'y aura rien, il va crever de faim. Oui. Et c'est dans cette situation que se trouve l'artiste au Gabon. L'artiste doit comprendre, on parle d'industrie créative, hein, et d'industrie culturelle. Mais l'industrie culturelle est une chose, l'industrie créative en est une autre. L'industrie créative, nous l'avons. C'est-à-dire les personnes qui créent des œuvres, il y en a. Mais maintenant, c'est ce qui permet à ces œuvres d'être visibles, oui, d'être diffusées, d'être exposées qui manque. Et c'est à ce niveau-là que nous parlons d'infrastructure. Je suis peintre. Si je n'ai pas d'espace pour exposer mes tableaux, comment puis-je vivre de ma peinture? Comment rentabiliser tout ça? Comment faire en sorte qu'il y ait mes œuvres soient exposées? Je suis sculpteur. Pour que des gens viennent acquérir ces œuvres, il faut qu'il y ait un espace d'exposition. Il n'y en a pas. Et c'est donc à ce niveau-là qu'on doit faire un effort, permettre à notre pays d'avoir des infrastructures culturelles pour que les acteurs culturels aient des espaces d'expression. Voilà. Le cadre juridique est en train d'être mis en place, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je ne trahis pas un secret. De toute façon, il y a sur la table du Parlement une loi portant orientation de la politique culturelle en République gabonaise. Cette loi, souhaitons simplement, elle sera sûrement adoptée à la prochaine session du Parlement, mais si elle est adoptée, il faut absolument que dans les jours, les semaines et les mois qui suivent, que les textes d'application de cette loi soient pris pour permettre justement aux artistes de bénéficier des bienfaits de cette loi. Il le faut, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les artistes... Voilà. On a l'impression que les artistes sont pris en otage. On a même des producteurs qui s'amusent justement à tenir en otage ces artistes qui n'ont pas d'autre choix que de rester avec certains producteurs assez vicieux, quand même, dans la manière de travailler. Bon, je ne peux pas juger des... Je ne sais pas où tu vas aller. Il n'y a que moi qui est capable de te mettre en scène, de trouver des plateaux télé, de trouver il faut d'abord que l'artiste constitue son équipe. Je vous ai, tout à l'heure, on disait qu'un artiste, c'est une industrie. Très bien. Hein? Un artiste qui est auteur, prenons pour le cas des musiciens, auteur, compositeur, arrangeur, interprète, manager, producteur, éditeur, il est tout. C'est compliqué.
On ne fonctionne pas comme ça. C'est délicat. Il faut monter autour de soi une équipe. Oui. Pendant que vous êtes en train de réfléchir sur la composition d'une œuvre, il y a quelqu'un qui est en train de démarcher pour vous trouver des dates De spectacles. de spectacles, des pour choses vous, comme ça. aller vers un producteur qui va prendre en charge les dépenses inhérentes à la fabrication de vos œuvres, etc. Donc il faut que l'artiste s'organise et qu'il arrête de travailler dans l'informel. Beaucoup d'artistes gabonais travaillent dans l'informel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le statut. Et pour avoir le statut, il faut avoir une carte d'artiste. Et pour avoir une carte d'artiste, il faut avoir son agrément qui vous permet d'agir en professionnel. Vous en faites un métier, mais on n'exerce pas un métier dans un pays sans avoir l'autorisation. Mais nous sommes nous-mêmes responsables de la situation qui est la nôtre. À propos de statut, on vient d'adopter également le statut de l'artiste et de l'acteur culturel. Il va falloir qu'à ce niveau aussi, c'est une loi, que le ministère de la Culture s'empresse à prendre les textes réglementaires qui permettent la mise en application de cette loi. Mais les artistes eux-mêmes doivent aussi se former. Exactement. Se former. Je voulais rebondir avec François Ngoua sur cette partie de la Justement. formation d'un artiste. Ben, justement, moi, vous je avez crois dû vous éduquer, vous former justement pour évoluer dans ce métier. Oui, mais les corps de métier qui permettent la diffusion des œuvres, ces corps de métier-là, oui, ils nous font défaut aussi, parce que là, effectivement, il y a un problème de formation. Tout à fait. Un manager, ça ne s'improvise pas. Un attaché de presse, ça ne s'improvise pas non plus. Voilà, donc il y a tout ce pan-là, le corps de métier qui accompagne l'artiste, qui font défaut. Il faut former les gens. Effectivement, il y a de la formation à mettre en place. Bon, qui doit le faire? Effectivement, il ne faut pas tout remettre sur le dos de l'État. Il y a des particuliers qui peuvent se former. Les investisseurs, pourquoi pas? Oui, voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui y vont et qui se disent, comme nous les artistes, on dit, bon, moi, je veux devenir chanteur. Bon, il y en a qui disent, moi, je veux devenir manager ou attaché de presse. Donc, il y a un problème de formation. Alors, comment inciter à cette formation? Là était notre problème, effectivement. Et il faut en débattre, il faut en discuter, il faut donner la possibilité, éventuellement aussi, pourquoi pas, d'ouvrir des écoles qui pourraient enseigner ça. Est-ce que vous qui êtes un monument de la musique aussi. Gabonaise, vous êtes connu et reconnu au Gabon, est-ce que ce genre d'échange que vous avez avec cette nouvelle génération lorsqu'ils vous abordent, que leur dites-vous exactement lorsqu'ils viennent et disent le grand François, je suis musicien, je ne m'en sors pas. Que leur dites-vous exactement? Le problème des jeunes, c'est que déjà, ils croient qu'on roule sur l'or, ce n'est pas toujours le cas. Et ça aurait été si facile que ça, bon, voilà, les problèmes ne se poseraient pas. Non, je crois qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Bon, moi, ce que je conseille généralement aux jeunes, c'est déjà de commencer à travailler leur art. Ça, c'est vraiment la chose primordiale, fondamentale, qu'il faudrait faire tout de suite. Et puis pour le reste, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que, bon, il y a des corps de métier qui doivent les accompagner. Mais ça, ils ne peuvent pas tout faire. Il faut bien qu'ils comprennent, moi je leur dis, il faut comprendre que vous ne pouvez pas tout faire. Monter une équipe, petite soit-elle, au début de votre carrière, au moins vous accompagner sur certains aspects. Le chanteur, il ne va pas aller chercher ses radios ou ses télés à gauche à droite. Il faut avoir un minimum de personnel avec soi. C'est ce que disait un petit peu Marcel tout à l'heure. Il faut une équipe de base. Et puis après, essayer de fonctionner et d'avancer dans ce sens-là. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais bon, voilà. Marcel, j'ai vu cette formation des artistes dont on parle. Est-ce qu'il faut aussi, justement, s'appuyer là-dessus, ce sérieux dont un artiste doit faire preuve, cette discipline, aujourd'hui, justement, pour se vendre, pour se dire, ce contenu, je l'achète ou pas, ou je veux m'investir dedans, je veux produire tel ou tel artiste. Il faut un certain contenu, il faut une qualité aussi aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Il faut une qualité. Les formateurs, il y en a. Est-ce que ce n'est pas aussi l'un des nœuds du problème, cette qualité, ce contenu, qui a droit à une redevance, qui peut bénéficier de quelque chose aussi. Pour parler simple, a droit à une redevance, celui qui est diffusé. Très bien. Dont les œuvres sont exploitées. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, ne pensez pas que si vous allez vous inscrire en tant que journaliste, auteur d'œuvres littéraires,
au Bugada, que vos œuvres ne sont pas publiées, ne sont pas interprétées, ne sont pas lues. Il faut un travail derrière, quand même. Mais c'est la qualité de votre œuvre qui vous permettra d'avoir, au niveau des droits d'auteur, des montants plus importants que ceux des autres. Oui. Mais si vos œuvres ne sont pas suffisamment exploitées, mais ne soyez pas surpris qu'à la prochaine répartition, vous ayez 2500 francs, pendant que quelqu'un d'autre a 2 500 000. C'est la qualité, hein, de l'œuvre qui pousse l'auditoire, qui pousse les usagers à s'en servir. Et c'est par rapport à l'utilisation de vos œuvres que vous êtes rémunéré. C'est un peu comme dans l'immobilier. Nous sommes ici à Troyes, vous avez 2 villas de même standing similaire au nôtre. C'est tout le bien que vous pouvez me souhaiter. Hein. Vous êtes situé dans un quartier bien visé. Vous avez donc vos 3 villas qui sont louées à 500 000 francs le mois, et elles sont occupées, donc chaque mois vous êtes assuré d'encaisser votre 1,5 million, pendant que nos 3 villas sont inoccupées. Voilà. Est-ce que l'agence immobilière va partager votre 1,5 million de manière équitable? Oui. Pas du tout. Ce sera en fonction de l'occupation de nos villas, hein, que la répartition se fera. C'est exactement la même chose en matière de droit d'auteur. Donc, l'auteur doit se soucier de la qualité de sa production, et parce que c'est cette qualité qui fera en sorte que son œuvre soit diffusée, soit utilisée, et par conséquent, cette utilisation faite va lui rapporter de l'argent. Maintenant, lorsque nous parlons de politique culturelle, il faut aussi se dire que, je disais tantôt que l'État est en train de faire un effort pour qu'un cadre juridique soit mis en place pour protéger, assurer, garantir à l'artiste des éléments qui lui permettront donc de travailler, d'exercer son métier en toute légalité, donc sortir des créneaux de l'informel. Et ça veut dire que le ministère de la Culture doit se dépêcher de prendre tous les textes d'application des différentes lois qui viennent de passer au Parlement. Sans quoi, les artistes continueront à évoluer dans l'informel et à ne pas pouvoir jouir d'un certain nombre de soutiens provenant, par exemple, des entreprises. Pour votre gouverne, il y a une loi sur le mécénat et le parrainage. Mais il se trouve justement que l'application de cette loi dépend aussi des textes d'application. Et tout cela est géré par le ministère de l'Économie, qui ne communique pas suffisamment sur cette question. Alors que le parrainage et le mécénat permettraient à ces entreprises, encourageraient ces entreprises à véritablement apporter leur concours aux acteurs, sachant que par derrière, ils ont un abattement fiscal, hein, qui peut leur bénéficier. Mais ça ne communique pas, et les artistes sont pratiquement ignorants de l'existence même de cette loi, parce que ni le ministère de l'Économie, ni le ministère de la Culture ne communiquent sur la question. Donc il y a autant d'éléments qui sont là, mais que les artistes doivent connaître. Doivent chercher, voilà. Doivent connaître. Voilà. François, une carrière, ça se construit, ça se façonne. Pour perdurer dans le temps comme vous, il faut quand même aussi donner soi. Ne pas forcément... il faut aller cogner vers des portes, il faut s'investir à 100%, et même entraîner. Il y a une véritable solitude aussi derrière lorsqu'on est artiste, et même entraîner peut-être tout le monde autour de nous. Oui, il n'y a pas que des moments de joie, hein. C'est difficile d'accoucher d'une œuvre. Hein. Déjà, du point de vue de la création, ce n'est pas toujours évident, il faut être inspiré. Et derrière, effectivement, il y a tout le côté matériel.
enregistrer une chanson, bon, en ce qui concerne par exemple nous les chanteurs, artistes, ça coûte de l'argent, il y a du personnel derrière, il y a des chanteuses, des chanteurs, des musiciens, donc tout ce monde-là se paye. C'est un investissement personnel voilà, aussi. C'est un investissement personnel, il faut trouver, il faut aller chercher de l'argent. Et souvent d'ailleurs c'est notre argent personnel qu'on met dedans pour essayer de venir à bout d'une œuvre. Et voilà. Et donc, c'est d'ailleurs pourquoi, quelquefois, on demande le soutien des gens qui nous écoutent, soutien en allant déjà acheter l'œuvre qui a été produite, parce que ça coûte de l'argent. Ne serait-ce que pour nous permettre de refaire une deuxième ou une troisième œuvre, le soutien qu'on demande, le soutien premier qu'on demande aux gens qui nous écoutent, c'est d'aller déjà acheter nos œuvres. C'est important. Parce que vraiment, on s'investit beaucoup. C'est généralement des autoproductions, quoi, pour la plupart d'entre nous, quoi. Parce que trouver des maisons de disques, surtout de nos jours, ça se fait de moins en moins maintenant. Chacun a quasiment sa petite structure pour faire son album, et puis après, pour atteindre les majors et faire de grosses distributions, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a une question de qualité, comme disait Marcel tout à l'heure, c'est la qualité de votre œuvre aussi qui pourrait attirer ces gens-là. Mais il y a tellement d'œuvres qui sortent tous les jours, si je puis dire, que vraiment, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Bon. Marcel Djaby, on écoute quand même de la musique gabonaise. Hein. On aime nos artistes gabonais, on écoute Mais la on musique n'achète gabonaise pas. depuis des années. On n'achète pas. C'est le problème. Voilà. Sauf que non seulement on n'achète pas, on veut du ngori, comme on dit. Oui. On veut du ngori, mais en plus, cette question de droit d'auteur pose un problème aux auteurs parce que justement, les usagers de leurs œuvres ne leur reversent pas les redevances qui devraient leur permettre de récupérer, d'avoir un retour Tout au sur moins une petite investissement. Et justement, on voit un rapport quand même acide aujourd'hui avec les artistes et les autorités. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas pris au sérieux, que leurs œuvres ne sont pas valorisées, ils ne sont pas récompensés. On vous appelle pour un concert de fête de fin d'année. Et on a aussi quelque chose dont les artistes en parlent, c'est qu'on fait venir des artistes de l'étranger qui sont rémunérés avec des gros cachets et Les locaux sont à monnaie de singe. Voilà. Oui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que d'entrée de jeu, au début de l'émission, je posais la question de savoir quelle est la place que nous, Gabonais, accordons à notre culture et à notre art. Je dis tout ce temps que nous sommes, que ce soit les dirigeants. Tout le monde a une part de responsabilité. Nous avons une grosse part de responsabilité parce que nous valorisons la culture des autres, les cultures des autres, au détriment de la nôtre. À propos de cachet. Comment renverser cette vapeur aujourd'hui? Les gens qui payent les artistes étrangers des sommes faramineuses, c'est des gens qui sont sur place. Pourquoi il ne faut pas cet investissement sur des acteurs ou gabonais? C'est un vrai problème, là. Oui. Parce que là, il n'y a pas un manque d'argent. L'argent y est, la preuve. On paye les gens. Il peut essayer d'ailleurs. Voilà. Non, il faut... Mais est-ce que ce n'est pas au niveau de l'organisation? Ces artistes viennent quand même avec des danseurs, avec des musiciens, avec leur propre matériel, avec ce manager qu'il faut payer, avec cet impresario. Oui, Sabrina, je vous parlais tantôt de la loi portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel qui a été adoptée. Maintenant, dans cette loi, il est prévu qu'on prenne un texte pour fixer les barèmes de rémunération, des cachets de chaque discipline en fonction du type d'événement. Mais ça, ce n'est pas le gouvernement qui doit le faire. C'est les artistes entre eux qui doivent se réunir pour s'accorder sur ces barèmes-là. Très bien. Et une fois qu'ils se sont accordés sur ces barèmes, ils vont maintenant... Quand vous allez en Mbolo, ce n'est pas vous qui fixez le prix d'un article. D'un article. Vous venez vous trouver un prix. Mais pourquoi voulez-vous que, quand vous invitez François
à un événement culturel, c'est vous qui fixez le tarif de sa prestation. Ça doit être fixé par lui-même. Une discussion préalable. Il n'y a pas de discussion, il y a un minimum. D'accord. Hein, en dessous duquel on ne doit pas descendre. Mais ça doit être fixé par un texte. Et pour que ce texte arrive, il faut d'abord que les responsables, les auteurs eux-mêmes, puissent se concerter et se mettre d'accord. À partir de ce moment-là, un décret est pris par le ministre de la Culture qui fixe les barèmes de prestation des artistes. Mais si on n'arrive pas, nous, artistes, à nous concerter pour fixer ces barèmes-là, l'arrêté du ministre ne paraîtra jamais parce que ce n'est pas à lui de fixer ces barèmes, c'est à nous. Maintenant, si nous estimons que... Et là, il y a un phénomène également dans notre milieu. C'est que François refuse d'être payé à 500 000. Eh bien, moi, je dis, s'il a refusé, mais il se prend pour qui? Moi, je prends même 400 000. Même si c'est... Donnez-moi 300 000, et puis je fais... Et tout ça... D'où l'intérêt de se mettre d'accord, quoi, quand même. Ça dévalorise nos Ouais. métiers. Et c'est... Quelque part, nous avons une part il y a une prise de conscience d'après les artistes. Il faut qu'on se mette, Messieurs, qu'on se prenne un minimum au sérieux. Messieurs, nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir de discuter avec vous sur cette reconnaissance, mais surtout cette rémunération des artistes aujourd'hui au Gabon. Je vais vous laisser, pourquoi pas, l'occasion d'avoir un mot de fin, dire quelque chose que vous avez sur le cœur, et pourquoi pas encore une énième solution à donner ou à présenter pour faire évoluer cette politique culturelle au Gabon. On sent quoi? Moi, enfin, de toute façon, on a abordé un petit peu la question, bon, même si c'est un peu rapide, mais on a abordé la question un petit peu dans sa totalité. Il nous faut plusieurs plateaux quand même. Oui, il y a d'autres lieux de réflexion, mais bon, je crois qu'on en a dit pas mal. Et moi, je suis surtout très heureux d'en avoir appris un petit peu sur le Bugada. Et je crois que nous approfondirons la discussion en off, et puis j'irai voir d'autres frères acteurs de ce bureau-là aussi, parce que j'aimerais vraiment savoir un peu plus comment ça s'est organisé, comment ça fonctionne, ou plutôt comment ça fonctionnerait concrètement. Vous parliez en off aussi. Donc là, je verrai avec Marcel. Des structures, des dispositions. Je suis content de savoir que j'ai appris tous les textes dont a parlé Marcel. Ouais, c'est important, tous ces textes-là. Bon, j'espère que la lourdeur administrative, cette fois-ci, ne traînera pas. C'est tout le bien qu'on souhaite. Marcel Diabio, un mot de fin. Bon, mon mot de fin, ce sera... Vous savez qu'on a désormais un nouveau ministre. Très bien. De la culture. Les acteurs culturels espèrent qu'ils auront une oreille attentive. Ils ont les yeux rivés, surtout, vers ce nouveau ministre de la Culture. Excuse-moi, et ce d'autant plus qu'on a séparé le ministère de la Culture et des Arts de la jeunesse et des sports. Donc c'est très bien. Donc, ça, c'est une chose vraiment qu'on veut depuis. Ça, c'est très bien d'avoir notre ministère. On aime bien la jeunesse et les sports aussi, hein. Oui. Mais d'avoir notre ministère, je crois que c'est une très bonne chose. D'accord. Alors maintenant, il faut qu'elle s'imprègne de tous ces textes, que le personnel du ministère, particulièrement le secrétariat général et les directions générales, lui fassent l'économie de tous les textes qui ont été déjà évidemment, c'est la moindre des choses. Adoptés, oui. Et puis qu'il lui propose assez rapidement les textes d'application pour que finalement, dans un délai assez court, les acteurs culturels puissent sentir un mouvement, il y a quelque chose qui bouge du côté de... Maintenant, il y a la question épineuse de la répartition des droits d'auteur. Les auteurs attendent que les redevances perçues leur reviennent. Oui, enfin. Leur reviennent. Donc, il y a du côté du Bugada un travail à faire et qui urge pour que on sorte de ces trop longues attentes entre deux paiements. Parfois, on vous paye tous les 2 ans, parfois, alors que les textes prévoient un paiement semestriel. Donc, il y a véritablement du grand moudre, et il faut que tout cela soit mis sur la table du ministre et qu'elle ait un regard sur chaque secteur afin de pouvoir booster chaque direction
et permettre donc aux auteurs, aux acteurs culturels de bénéficier d'une meilleure attention et jouir des fruits de leur travail. Très bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Ce plateau spécial consacré à la mise en place d'une politique culturelle. Nous égrenons là, à l'instant, des solutions à apporter pour garantir la reconnaissance et la rémunération des artistes dans leur ensemble, hein, avec voilà, Marcel Jabiot, des artistes, des acteurs culturels. Marcel Jabiot qui n'est plus à présenter. Vous imaginez bien François Ngouart, tous les deux qui est avec nous sur ce plateau pour en parler. Nous avons posé un regard plus ou moins global sur cette problématique. Nous reviendrons avec d'autres acteurs culturels et pourquoi pas le ministère de la Culture également. À très vite sur les antennes de Gabon 24.